était de... C'est bon? C'est bon. Donc l'idée étant d'aujourd'hui de discuter de la prise en charge du cancer colorectal, le traitement chirurgical, mais aussi le reste, hein, l'ensemble de la stratégie. Alors j'ai divisé en cancer du côlon et cancer du rectum pour être un peu plus clair, parce qu'évidemment, ce n'est pas tout à fait les mêmes problématiques et le cancer du rectum est évidemment un peu plus compliqué probablement dans sa prise en charge. Alors, on va commencer par des choses qui sont évidentes, hein. Il y a plein de choses qui sont très simples dans ce topo, mais on va essayer quand même de faire une présentation qui est surtout basée sur la science et les publications potentiellement les plus récentes. Donc, juste en introduction, de manière extrêmement simple, évidemment, le cancer colorectal, c'est 40 000 nouveaux cas par an en France métropolitaine. Ça représente 2/3 de cancer de côlon, 1/3 du cancer du rectum. Et même si on a fait beaucoup de progrès avec la radiothérapie, la chimiothérapie, voire l'immunothérapie qui est en train d'arriver sur le cancer, en 2022, là, c'est la chirurgie, bien sûr, qui reste le traitement de référence. Et donc, seule permet une guérison du côlon, qui, encore une fois, est probablement le plus simple. On va faire le bilan de ce qu'on doit avoir quand on prend en charge un cancer du côlon de manière classique. Donc, à toucher rectal, bien entendu, ça, on le fait systématiquement. Je vais vous demander à tous de couper votre micro quand vous vous connectez, parce que sinon, c'est compliqué avec les bruits derrière, j'ai du mal à parler. Donc, l'examen de référence pour le diagnostic, ça va être la coloscopie. Évidemment, elle va nous permettre d'avoir des biopsies dans la plupart du temps. Cette coloscopie, première idée, c'est qu'elle doit être totale dans la mesure du possible, si la lésion est franchissable, parce qu'on a au moins 10, si ce n'est 20% de lésions synchrones, c'est-à-dire de deuxième lésion sur la coloscopie, qui peut être pas forcément un cancer, mais au moins un polype qu'il va falloir resséquer endoscopiquement. Et donc, ça peut poser un certain nombre de problèmes, en particulier pour les cancers du côlon gauche. Il faut s'acharner à essayer de franchir cette lésion et voir le côlon droit et ne pas s'arrêter à la première lésion, bien entendu. Le bilan d'extension qui est recommandé maintenant, c'est un scanner thoraco-abdominopelvien qui va bien sûr permettre de rechercher les métastases hépatiques qui sont les plus fréquentes, bien entendu, et les métastases pulmonaires qui vont être une contre-indication à la chirurgie première, et on va partir sur de la chimiothérapie, évidemment. Et si c'est possible, un dosage des marqueurs sanguins, donc l'ACE, qui va nous permettre de faire un suivi des patients après la chirurgie. Donc, en termes de repérage, ça peut parfois poser un certain nombre de problèmes de savoir exactement où est la lésion sur le côlon, en particulier pour les cancers du côlon qui sont à un stade relativement précoce. On peut arriver à se tromper parce qu'on sait qu'il y a une grande variabilité entre la localisation du cancer par l'endoscopiste et par le chirurgien. Et donc, il y a deux solutions pour s'en sortir. Soit on fait un tatouage, donc on injecte de l'encre en pratique dans la lésion qui permet de voir la lésion de l'autre côté sur la séreuse. C'est une méthode qui a l'avantage d'être simple, mais qui peut poser un certain nombre de problèmes parce que le tatouage peut diffuser dans la paroi colique et parfois ça diffuse même énormément. Donc moi, ça m'est arrivé d'avoir des côlons qui étaient quasiment tout noirs et donc ça peut être un problème. Ce qu'on fait quand on a un accès facile au scanner, préférentiellement, c'est la pose d'un clip en endoscopie sur la lésion. Et ensuite, on fait un scanner sans injection, ce qui permet de repérer, comme vous le voyez sur cette diapositive, où est le clip sur le côlon. Et c'est absolument parfait en termes de reconstruction, puisqu'on sait parfaitement où est la lésion de manière extrêmement simple. Alors, la prise en charge d'un cancer du côlon, c'est relativement simple, évidemment, mais il faut quand même se poser la question des critères de qualité. Ça veut dire quoi prendre en charge de manière qualitative, de manière optimale, un cancer du côlon en 2022? Alors, j'ai essayé de séparer en 4 points. La prise en charge préopératoire,
les critères de qualité sur le plan oncologique strict, les critères de qualité technique chirurgicale et évidemment la prise en charge post-opératoire. Donc, en termes de préopératoire, donc il y a un certain nombre de choses qui sont bien maintenant établies dans la littérature. La première chose, c'est la réalisation d'une préparation colique, donc une vidange du côlon, en préopératoire. Est-ce que c'est souhaitable ou non de faire une préparation colique « 87 essais randomisés, donc un nombre essais randomisés de très bonne qualité qui étaient gardés dans la méta-analyse, qui représentait 5000 patients, donc c'est absolument énorme. Et les résultats de cette méta-analyse, ils sont sur cette diapositive. Ça montre qu'effectivement, la préparation du côlon, donc la vidange du côlon avant l'intervention, a un impact sur les suites opératoires, mais qui n'est pas l'impact auquel on pouvait penser intuitivement, c'est un impact délétère. En fait, la réalisation d'une préparation du côlon avant la chirurgie du côlon augmente de manière significative les SSI, donc c'est les infections du site opératoire en anglais. Et donc, les recommandations, c'est de ne pas préparer les côlons avant la chirurgie préopératoire. Donc, ça veut dire pas de régime, pas de lavement, pas de PEG, pas de choses pour nettoyer le côlon. Ça ne sert à rien, voire c'est délétère. La deuxième chose, même si c'est un peu plus contesté dans la littérature, c'est les compléments alimentaires et l'immunonutrition préopératoire. Donc, c'est de l'oral impact en France. Mais bon, il y avait cet essai randomisé qui avait été publié en 2002 dans une très grosse revue de gastroentérologie, qui s'appelle Gastroentérologie d'ailleurs, qui avait randomisé des malades en leur donnant, avant la prise en charge d'un cancer du tractus digestif, quel qu'il soit, on leur donnait de l'immunonutrition et on ne leur donnait pas de l'immunonutrition globalement. Et vous voyez que sur les histogrammes, en noir, qui était la situation où on leur donnait avant l'opération versus en blanc où on ne donne rien du tout, vous voyez que le risque de complications infectieuses est quasiment divisé par 2 dans le groupe avec immunonutrition, donc avec oral impact. Et donc, c'est recommandé de faire 7 jours d'immunonutrition préopératoire avec de l'oral impact pendant 7 jours. On recommande la HAS en France. Je suis désolé encore une fois, mais est-ce que vous pouvez couper vos micros? Ouais, c'est bon. Pardon. C'est de le faire pour tous les patients qui sont opérés d'un cancer du côlon 7 jours avant l'opération de l'oral impact. Enfin, dernier point pour préparer les malades à l'intervention, c'est la prise en charge de l'anémie préopératoire. C'est une situation qui est difficile à prendre en charge parce qu'on sait que le cancer du côlon, le cancer du rectum peut saigner un peu en préopératoire et être responsable d'une anémie. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait l'habitude d'essayer de supplémenter les malades en préopératoire à partir de 7 grammes d'hémoglobine, donc une anémie relativement profonde. Et puis, il y a cet essai randomisé qui a été publié en 2015 dans Anesthésiologie qui montre qu'en fait, si on prend en charge l'anémie, même si elle est un peu plus élevée, même si elle est relativement faible, donc inférieure à 9 grammes, eh bien, on arrivait à améliorer les suites post-opératoires des patients. Et améliorer, c'était un critère qui était extrêmement important dans cette étude parce que c'était la mortalité à 30 jours. Donc, vous voyez les courbes de survie à 30 jours. Clairement, quand on arrive à avoir une prise en charge avec une hémoglobine supérieure à 9 grammes avant l'opération, eh bien, on diminue de manière drastique la probabilité de mortalité post-opératoire. Donc, c'est un point qui est extrêmement, extrêmement important. Dernier point, plus près de l'opération peut-être, c'est comment préparer les malades juste avant l'opération. Donc, moi, j'ai eu la chance, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, de coordonner pour la Société française de chirurgie digestive les recommandations sur le sujet. Et donc, on avait émis des recommandations qui étaient en fait assez simples sur comment préparer un malade avant de descendre au bloc. Donc, la réponse, c'est une douche préopératoire.
avec du savon simple et globalement 2 savonnages du corps, séparés d'1 minute. Donc du savon, tout ce qui est plus classique, il ne sert à rien. C'est bien montré dans plein d'exposés de se badigeonner avec de la bétadine, avec de l'alcool, avec quoi que ce soit. Avec le savon simple, ça marche très bien. Ça a l'avantage de ne pas être très coûteux sur le plan économique et donc ça arrange tout le monde. Et donc, une douche avant l'intervention au savon, ça suffit largement. Deuxième point, pas de dépilation. Donc, ce n'est pas la peine de faire des rasages des malades ou des tombes des malades avant l'intervention chirurgicale. Là encore, ça a été montré dans plein d'essais randomisés qu'il n'était pas nécessaire, voire que c'était délétère de faire de la dépilation parce qu'en fait, on fait des micro-traumatismes sur la peau qui augmentent le risque d'abcès de paroi. Et donc, même si c'est les gens qui sont très poilus, ça ne sert à rien d'aller raser les malades en préopératoire. Troisième point, c'est la détertion. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de ça au bloc opératoire, mais nous, en France, c'est une tradition ancestrale. Nos infirmières de bloc opératoire nettoient systématiquement, dès que les malades sont endormis, la peau qui va être opérée avec une solution antiseptique en espérant diminuer le risque d'infection. Et en fait, ça ne sert absolument à rien. S'il y a une douche préopératoire avec du savon qui a été réalisé, ça ne sert absolument à rien de faire une douche, une détertion, je veux dire. Donc, on peut oublier ce point, même si c'est compliqué à faire entrer dans la tête des infirmières de bloc opératoire, en tout cas en France. Enfin, dernier point, c'est avec quoi est-ce qu'il faut badigeonner le malade comme solution antiseptique en préopératoire. Il y a énormément d'essais dans la littérature. En France, ce qui est le plus souvent utilisé, c'est la bétadine. Et en fait, on sait maintenant que ce n'est pas le meilleur soluté. Le mieux, c'est de la chlorhexidine alcoolique. Alors, la bétadine alcoolique fait presque aussi bien, mais quand même un tout petit peu moins bien. Donc, la chlorhexidine alcoolique, c'est le meilleur soluté pour diminuer le risque d'abcès de paroi. L'antibioprophylaxie en péropératoire, ça, c'est les recommandations de la Société française d'anesthésie-réanimation. Il y a un intérêt à injecter des antibiotiques au moment de l'incision et si l'intervention dure un certain nombre de temps, à savoir plus de 2 heures, à refaire cette injection toutes les 2 heures. Et ce qui est recommandé, c'est céfoxytine plus métronidazole avec les doses qui sont sur cette diapositive. Ça fonctionne bien, ça diminue le risque d'infection post-opératoire. Donc ça, c'est pour l'aspect pratique des choses. La qualité, je suis désolé, vraiment, encore une fois, coupez vos micros, s'il vous plaît, parce que c'est difficile. J'ai pas mal d'écho et j'ai du mal à présenter les choses convenablement. Le deuxième point, c'est la qualité oncologique de la résection. Alors ça, c'est des choses qui sont excessivement simples. Comment est-ce qu'on enlève un cancer du côlon? La première chose, c'est évidemment une exérèse monobloc. Ça, c'est une évidence, mais c'est ce qui est recommandé, donc je le mets parce que j'essaye de parler de tout. Donc ça veut dire que s'il y a des adhérences d'autres organes à la tumeur, il faut enlever les autres organes et pas libérer les adhérences. Ça, c'est bien montré dans la littérature et c'est une évidence. Le deuxième point, c'est les marges digestives. Donc, les marges digestives, ça a été longtemps discuté. Il y a beaucoup de données. On apprend tous qu'il faut des marges de 5 cm, c'est-à-dire qu'il faut enlever 5 cm de côlon avant la tumeur, 5 cm de côlon après la tumeur. En fait, quand on regarde la littérature, cette idée de 5 cm, elle date, j'ai mis un peu de temps à retrouver l'article Princeps, pour cause, il date de 1966. Donc moi, j'étais clairement pas né en 1966. Donc c'est un article qui est extrêmement ancien. Je suis désolé pour les gens qui étaient déjà nés en 66 et qui m'écoutent, mais en termes de publication scientifique, c'est évidemment extrêmement ancien. Mais en fait, cet article, il avait étudié sur des pièces de colectomie pour cancer où est-ce qu'il y avait potentiellement des nuages de cellules tumorales autour de la lésion macroscopiquement visible, et en expliquant que globalement, on pouvait trouver des cellules tumorales autour de 4 cm autour de la lésion. En fait,
qu'est-ce qu'on a compté Ok. Je disais, ce papier, il parlait de nuages de 4 cm autour de la lésion primitive. Et donc, la conclusion du papier, c'était de devoir resséquer 5 cm pour être sûr de tout enlever. En fait, ce papier, il n'a jamais été contrôlé dans la littérature de manière plus récente. Et il est extrêmement probable qu'il soit complètement faux, parce qu'il est très ancien et que ce n'est plus du tout le même problème maintenant. Et donc, ça n'a jamais été vraiment refait. Donc, ces marches de 5 cm, elles sont probablement un peu fausses et probablement surévaluées. On sait d'ailleurs très bien que dans les cancers du rectum, on peut diminuer ces marges digestives. En fait, dans la réalité des faits, les marges au niveau du côlon, eh bien, c'est rarement dicté par la localisation tumorale, mais plus souvent dicté par la façon dont on va faire le curage ganglionnaire. Je vais me remettre, je suis désolé. Voilà, je disais, c'est surtout dicté par le curage ganglionnaire. Mais on va revoir les choses dans quelques secondes. Un point que moi j'ai appris quand j'étais interne, quand j'étais jeune chirurgien, on m'a toujours dit il faut surtout ne jamais toucher à la tumeur avant d'avoir coupé les vaisseaux, parce que si tu fais ça, tu vas mettre de la tumeur partout dans les vaisseaux, dans les veines, ça va faire des métastases partout. Et donc, il faut toujours couper les vaisseaux en premier. En fait, on sait très bien dans cet essai randomisé depuis 1998 que c'est complètement faux comme idée, en fait. L'essai randomisé, il est assez intéressant, il est assez provocateur. Ils avaient comparé, on fait d'abord la ligature de vaisseau versus on l'a fait à la fin. Et globalement, il n'y a aucune différence à 5 ans de survie et de métastase. Donc, on sait très bien que ça ne sert à rien de commencer par les vaisseaux. En pratique, il faut bien commencer par quelque chose. Et donc, le plus souvent, moi, je commence par la ligature vasculaire, effectivement, mais il faut quand même retenir que si jamais on est dans une situation un peu difficile, où il faut libérer un peu pour pouvoir faire l'exérèse, eh bien, ça ne pose aucun problème. Ce n'est pas la peine d'aller chercher les vaisseaux en premier de manière forcée et de manière non sécuritaire. On peut tout à fait faire la libération avant de faire le curage. Ça pose aucun problème. Le curage ganglionnaire, bien évidemment, je pense que tout le monde le sait, mais clairement, quand on opère un cancer du côlon et quand on opère un cancer du rectum, d'ailleurs, la survie est corrélée au nombre de ganglions sur la pièce opératoire, et ce, quel que soit le stade. Ça veut dire que même si on est en stade B, avec sur l'anapate l'absence d'atteinte ganglionnaire, eh bien, plus il y a de ganglions, meilleure est la survie à long terme, tout simplement par un effet statistique qui est que plus on a de ganglions, plus la probabilité qu'on soit effectivement en stade B et pas en stade C avec invasion ganglionnaire méconnue est élevée. Et donc, plus il y a de ganglions, plus on est sûr de notre staging sur la pièce opératoire. Et donc, il faut essayer d'enlever le maximum de ganglions. Alors, évidemment, il a bien fallu, en termes de recommandations, mettre une limite. Cette limite, elle est un peu arbitraire, en fait. Les recommandations américaines modifient un peu leur nombre de ganglions limite un peu tous les ans, globalement. Donc, ça a été 12 ganglions, puis 15 ganglions, puis un peu moins maintenant. Et en France, ça reste 12 ganglions sur la pièce opératoire pour considérer qu'on a un curage ganglionnaire satisfaisant. On sait de toute façon, et quand même, que 12 ganglions,
c'est parfois difficile à obtenir, y compris, en particulier quand on fait de la chimiothérapie préopératoire, par exemple, qui diminue la probabilité de ganglions. La deuxième chose, bien sûr, c'est que le nombre de ganglions sur la pièce, il dépend aussi de notre histologiste, de notre anapathe, parce que tout simplement, il faut aller les chercher, les ganglions, et que c'est parfois compliqué d'aller retrouver des petits ganglions, et qu'on sait très bien que si on a l'impression qu'il n'y a pas assez de ganglions sur la pièce, on passe un coup de fil à notre anapathe, il est tout à fait capable de retrouver des ganglions qu'il n'avait pas vus la première fois en cherchant un peu mieux globalement. Et donc, il faut quand même essayer d'obtenir ces 12 ganglions sur la pièce opératoire. En termes de qualité technique maintenant, de façon hyper simple, les résections, elles sont dictées encore une fois par le curage. Donc, cancer du côlon droit, j'enfonce une porte ouverte, je suis désolé, c'est extrêmement simple ce que je raconte, mais il faut le rappeler quand même. Cancer du côlon droit, on fait une hémicolectomie droite, donc ce dessin est un peu faux, mais enfin, c'est le meilleur que j'ai trouvé. Il faut le plus souvent enlever aussi l'angle colique droit en faisant un curage sur la colique supérieure droite et un curage qui est réalisé vraiment au ras de l'artère mésentérique supérieure. Par contre, sur ce dessin, c'est assez bien fait pour le coup, au ras de la mésentérique supérieure. Vous avez probablement entendu parler de ce qu'on appelle maintenant l'exérèse totale du mésocôlon. L'exérèse totale du mésocôlon, ce n'est en fait qu'un curage vraiment satisfaisant où on va remonter le long de l'artère mésentérique jusqu'à son origine au niveau du crochet pancréatique et faire un curage le long aussi de la colique supérieure droite, en tout ça en étant complètement monobloc. Donc, en fait, l'exérèse totale du mésocôlon, c'est juste un curage ganglionnaire du côlon droit bien fait, comme il aurait dû être fait, depuis le début. Donc, j'aime pas beaucoup cette idée d'exérèse totale du mésocôlon. Je dis toujours qu'il faut essayer de faire un bon curage, en fait, le long des vaisseaux. On va évidemment couper l'artère iléo-colo-appendiculaire à son origine, ne pas couper l'artère mésentérique parce que sinon, évidemment, on a une ischémie de l'ensemble de l'intestin grêle. Et puis les pièges, ça vous le savez parfaitement, c'est l'urtère droit qui en fait est un piège qui est relatif parce que c'est relativement rare l'urtère. Le sécom est le plus souvent un peu plus médial que l'urtère et donc c'est assez rare qu'on arrive à faire des plaies de l'urtère sur un côlon droit. Par contre, le duodénum, qui pour le coup est un vrai problème parce qu'il n'est pas rare d'avoir des adénopathies, voire des grosses tumeurs qui envahissent ou qui frôlent le duodénum et ça pose évidemment des problèmes sérieux sur le plan technique. Quand on fait une colectomie droite, qu'est-ce qui est recommandé? En tout cas, qu'est-ce qui est le mieux dans la littérature? C'est un peu embêtant parce qu'en fait, dans un certain nombre d'essais randomisés et dans cette méta-analyse qui date de 2011, l'anastomose qui est associée au moins de taux de fistule, c'est l'anastomose latéro-latérale mécanique. À la pince GIA, qui pose évidemment un problème économique qui est important, parce que ça coûte très cher, les anastomoses mécaniques. Et donc, on est un peu embêté. Il n'empêche que l'anastomose latéro-latérale manuelle fait un tout petit peu moins bien, mais un tout petit peu moins bien. Il n'empêche que quand on compare les autres types de montage, que ce soit mécanique ou manuel, à savoir termino-terminal ou termino-latéral, eh bien, on augmente là aussi le taux de fistule. Et donc, s'il faut faire une anastomose, c'est de toute façon une anastomose latéro-latérale, au mieux mécanique, mais sinon une anastomose latéro-latérale manuelle, ça se passe très bien. Mais en tout cas, il faut oublier, en tout cas selon la littérature, les autres types de montage. Pour les côlons gauches, bon, évidemment, ça, je ne vais pas revenir sur le curage, c'est un curage du pédicule mésentérique inférieur, de l'artère de la veine. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est évident avec une anastomose qui est mécanique le plus souvent parce que sinon c'est très difficile de le faire. On est un peu embêté pour les cancers du côlon transverse. Pardon. Il n'y a pas beaucoup de données dans la littérature de savoir ce qu'il faut faire quand on a un cancer du côlon transverse. Est-ce qu'il vaut mieux faire une colectomie droite élargie, voire une colectomie subtotale, ou est-ce qu'on peut se permettre de faire comme à droite sur cette diapositive, en particulier pour les cancers de l'angle gauche, une colectomie angulaire gauche. Alors, je suis un peu désolé parce que je voulais préparer cette diapositive juste avant de venir, mais mon bloc a duré plus longtemps que prévu. Mais on a des données en fait très récentes qui viennent d'être publiées par l'équipe de Pompidou et en particulier Gilles Manceau, qui a dans des études cas témoins rétrospectives, ce n'est pas des essais randomisés, mais qui suggèrent très fortement
qu'en fait, faire une colectomie angulaire gauche, comme c'est sur la droite de cette diapositive, est tout à fait satisfaisant sur le plan oncologique. Quand on compare pour les cancers de l'angle gauche, la colectomie angulaire gauche à la colectomie subtotale, et bien sur le plan oncologique, on a exactement les mêmes résultats. Par contre, en termes de résultats fonctionnels, eh bien, on a clairement un résultat qui est péjoré quand on enlève plus de côlons, c'est assez évident. Et donc, dans ces cas-là, les recommandations et ce que je propose, c'est de faire une colectomie très segmentaire angulaire gauche avec un curage qui est en fait centré sur la colique supérieure gauche, ici. Et sur le plan oncologique, c'est tout à fait satisfaisant. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est peut-être pas la peine. Par contre, c'est les impacts des chirurgiens et de l'expérience, mais finalement, ça ne change pas grand-chose, surtout qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Par contre, là où on peut jouer, c'est le drainage. Est-ce qu'il faut ou pas drainer la cavité abdominale, et ce, quelle que soit la voie d'abord, quelle que soit la situation, il y a des données dans la littérature qui sont extrêmement robustes, qui montrent que faire un drainage, ça ne sert à rien. Faire un drainage de manière systématique, ça ne sert absolument à rien. Quand on fait une colectomie droite, quand on fait une colectomie gauche, mettre un drain de façon systématique, ça ne sert à rien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais drainer, attention. Ça veut dire qu'il ne faut pas être systématique. C'est-à-dire que pour une chirurgie normale, drainer, ça ne sert à rien. Si évidemment on est dans une situation avec des grosses tumeurs où ça saigne un peu en post-opératoire, où on est un peu embêté, là, il n'y a pas de souci, évidemment qu'il faut mettre un drainage. Mais d'une manière globale, pour une lésion tout venante classique, aucun intérêt au drainage. Bien évidemment, ça va être difficile de ne pas parler de célioscopie. La célioscopie par rapport à la laparotomie, elle a été évaluée dans plein d'essais randomisés, y compris dans des essais publiés dans des très très grosses revues comme le Lancet, le New England, que vous avez sur cette diapositive. Et globalement, la laparoscopie, c'est mieux en termes de suite opératoire que la voie ouverte. Diminution significative du taux de complications post-opératoires, accélération de la reprise du transit, diminution de la durée d'hospitalisation. Et donc, en 2022, ce qui est recommandé, c'est de faire de la laparoscopie, si possible, à tout le monde, quel que soit l'état tumoral. En termes de survie à long terme, quand on poule les 4 plus gros essais randomisés qui sont sur cette diapositive et qu'on étudie la survie à long terme à gauche et la survie sans récidive à long terme à droite, eh bien, vous vous rendez compte que les courbes, on n'a même pas besoin de savoir la légende, les courbes sont exactement superposables entre célioscopie et laparotomie. Et donc, ça fait la même chose. Donc, en pratique, des suites post-opératoires améliorées et des suites à long terme qui sont équivalentes. Et donc, c'est mieux de le faire par célioscopie. En termes de soins il y a beaucoup de données. Et donc, c'est pas de sonde gastrique en post-opératoire. Au contraire même, ça ne fait que pendant l'opération, mais on l'enlève le soir même de l'opération. Excusez-moi. De la même façon, la réelle difficile dans la parotomie, mais en célioscopie, à Saint-Louis, les patients, ils sont au fauteuil le soir même de l'opération, ils boivent le soir même de l'opération, et globalement, ils sortent, si tout se passe bien, au 3e jour post-opératoire. Parce qu'avec ça, on arrive vraiment à diminuer les suites post-opératoires. Et donc, on est très content en termes d'hospitalisation. Enfin, évidemment, les perfusions intraveineuses. Les perfusions intraveineuses, là aussi, moi, je suis très attentif avec mes internes des chefs de clinique.
Pourquoi? Parce qu'on va en fait augmenter l'œdème et augmenter en particulier l'œdème de l'intestin grêle, qui va être à l'origine d'une augmentation de la probabilité de l'iléus post-opératoire et des occlusions post-opératoires. Et donc, ce qu'on fait à Saint oui, encore une fois, c'est boisson le soir même de l'opération. Si on n'a pas vomi le lendemain et s'il va bien, on met un cathéter obturé, donc on laisse le cathéter au cas où il y a un problème. On ne met pas d'apport et de soluté. Et les patients sont déperfusés globalement le soir de J1 s'il n'y a pas de problème, ou J2 le matin. Mais globalement, on arrête dès que le patient peut boire. Évidemment, enfin, thromboprophylaxie, donc anticoagulation préventive pendant un mois après l'opération. Ça, c'est pour vous expliquer l'impact que ça a de faire cette réhabilitation précoce et accélérée en post-opératoire. Hein. Il y a un certain nombre de méta-analyses qui avaient montré clairement que ça diminuait le risque de complications globales. Hein. Ce n'est pas juste faire sortir les malades plus vite de l'hôpital, on diminue et évidemment la durée d'hospitalisation, bien entendu. Et ça marche même quand on fait de la célioscopie. Juste pour que vous ayez quelques chiffres de ce que ça veut dire en termes de résultats et ce vers quoi il faut essayer de tendre, c'est quand on a un cancer du côlon opéré, une mortalité qui devrait être inférieure globalement à 1% ou aux alentours de 1%, tout venant, une survie à long terme qui est maintenant excellente, hein, bon, ça vous le savez bien sûr, et les indications, je vous les ai remises, les indications de chimiothérapie adjuvante qu'on a dans le thésaurus français, c'est globalement pour tous les cancers avec une atteinte ganglionnaire, on va proposer une chimiothérapie qui sera du Folfox pendant 6 mois. On discute au cas par cas en réunion de concertation pluridisciplinaire perforée. Souvent, il n'y a pas de chimiothérapie en post-opératoire. Et donc, Folfox quand c'est possible. Est-ce que vous avez des questions sur ce côlon avant que je passe au rectum? Oui, merci beaucoup, cher professeur, pour cette première présentation. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des participants qui ont des questions? Si vous avez des questions, prière de soulever votre main, s'il vous plaît. Des questions? Est-ce que vous avez des questions? Y a-t-il des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez noter ou bien vous pouvez activer votre micro pour parler. Y a-t-il des questions jusque-là? J'ai pas l'impression. Bon, si jamais vous en avez, vous pouvez les écrire sur le truc de texte là et m'envoyer le message et je réponds au fur et à mesure. Aucun problème. D'accord, on continue comme ça, ils vont poser après. Ouais, pas de souci. Donc, cancer du rectum, maintenant. Alors, cancer du rectum, je ne vais pas repartir de zéro, mais il y a quand même quelques points spécifiques qu'il faut comprendre et qui posent un certain nombre de problèmes. La première chose, c'est le mésorectum. Et en fait, tout part de là, tout part de la problématique, d'une problématique d'anatomie dans le pelvis. Est-ce que ça va impliquer sur le traitement néoadjuvant, les séquelles fonctionnelles, la conservation sphinctérienne et même maintenant la préservation d'organes qui est évidemment extrêmement à la mode. Donc on va commencer par le mésorectum. Tout le monde sait ça, évidemment, mais moi je suis toujours surpris quand je tombe sur les papiers qui ont décrit l'anatomie de ce mésorectum et l'exérèse du mésorectum qu'on doit donc à Bill Hill, qui est un chirurgien anglais au début des années 80, donc c'est pas si ancien que ça, ça commence à vieillir un peu, mais c'est pas si ancien que ça, où on s'est rendu compte que le mésorectum, c'était un manchon graisseux qui entoure le rectum et qui est entouré d'un fascia recti, qui est donc cette enveloppe qui va entourer le mésorectum. Ça va avoir un impact majeur, l'existence de ce mésorectum, parce que ce n'est pas du tout la même chose que pour le cancer du côlon. Hein. Je vous rappelle que le cancer du rectum, au niveau, à la jonction entre le haut rectum et le moyen rectum, il passe en fait sous le péritoine, puisqu'il est sous le cul-de-sac de Douglas. Et donc le péritoine, le rectum, ce n'est pas un organe intrapéritonéal. C'est un organe sous-péritonéal. Et ça va poser un problème énorme qui est que, en fait, on a une anatomie qui est très particulière, qui est une anatomie un peu de crustacé avec l'os, le dur autour et le mou au milieu.
et tout ça complètement enchâssé dans un seul bloc. Et évidemment, quand on parle du cancer du côlon, on parle de marge digestive avant et après la tumeur. Et en fait, on s'en fiche un peu des marges latérales parce que le côlon flotte en intrapéritonéal. Pour le rectum, c'est très différent. Pour le rectum, ce n'est pas le cas. Il va y avoir des marges avant, après, mais il va aussi y avoir des marges circonférentielles puisque tous les tissus sont encore une fois, empilés les uns avec les autres. Et donc, il va falloir réfléchir en 3D quand on parle du rectum. Et ça va avoir comme impact l'idée du traitement néoadjuvant dont on va parler tout de suite. Donc, le mésorectum, maintenant, on le sait très bien, il est hors de question. Comme moi, je l'ai pu faire quand j'étais jeune chirurgien, d'aller placer la main en arrière et d'aller faire splouch avec un coup de main pour aller dans le plan. Enfin, on pense dans le plan du mésorectum. En fait, ça, c'est une chirurgie qui est excessivement mauvaise sur le plan technique. Hein. Là, l'exérèse totale du mésorectum, elle doit être extrêmement précise parce que le mésorectum est extrêmement fragile et que comme il y a des ganglions potentiellement atteints, eh bien, laisser des portions de mésorectum dans le pelvis est source d'une augmentation du risque de récidive loco-régionale de manière drastique. Quand on regarde les papiers de la littérature, alors il n'y a pas d'essai randomisé sur le sujet et il n'y en aura maintenant plus jamais puisque plus personne ne fait de proctectomie sans enlever le mésorectum, je pense. Et donc, eh bien, quand on enlève le mésorectum de manière un peu violente et arbitraire, eh bien, on est à 20% de récidive locale et c'est énorme. Quand on est avec des exérèses complètes du mésorectum, on est diminué 5% de récidive loco-régionale avec les progrès des traitements néoadjuvants dont on va encore une fois parler juste après. Elle doit être scorée par l'anatomopathologiste. Alors, c'est toujours désagréable parce que nous, les chirurgiens, on est un peu, on est persuadé qu'on fait toujours hyper bien. Et pourtant, si on demande à l'anapathe de vérifier que le plan du mésorectum est parfaitement lisse, qu'il n'y a pas de trou dedans ou pas de problème, bah on se retrouve avec parfois des réponses des anapathes qui sont un peu surprenantes et qui peuvent être un peu décevantes pour nous. Mais c'est comme ça. On sait que ça nous pousse aussi à essayer d'être le plus précis possible et le plus précautionneux possible avec le mésorectum. Si on fait des trous dans le mésorectum, si on fait des brèches, eh bien, on augmente le risque de récidive locale. Donc, je parlais tout à l'heure des marges en 3D et donc de la marge circonférentielle. Vous avez sur cette IRM un cancer du rectum. Vous voyez, qui est donc en gris, on le voit ici très bien, vous voyez parfaitement le plan du fascia recti et la petite ligne noire qui entoure le mésorectum ici, avec la flèche rouge qui donc sépare la tumeur du plan de coupe du fascia recti. Et ce qu'on veut, c'est une marge en anapathe qui est inférieure à 1 mm entre le point le plus profond de la tumeur et le point de coupe, donc le bord du fascia recti. De manière évidente, quand on est avec des marges qui sont inférieures à 1 mm, donc on passe trop près, qu'on est R1, bah on est à 40% de récidive loco-régionale, alors qu'on est à moins de 10% quand on a des marges satisfaisantes. Alors ça pose un problème qui est un problème insoluble, qui est, ok, mais quand on a des grosses tumeurs qui viennent au ras du fascia recti, qu'est-ce qu'on fait? Alors, eh bien, ça va être le traitement néoadjuvant dont on va parler dans quelques diapositives. En fait, la solution pour s'en sortir, c'est de réduire la taille de la tumeur avant l'opération, si c'est possible, pour pouvoir augmenter nos marges circonférentielles au moment de la chirurgie. Il est bien clair que cette chirurgie du rectum, c'est une chirurgie qui est difficile sur le plan technique et que donc l'expérience du chirurgien est directement corrélée au résultat et à la survie, en fait. C'est assez rare pour que ça puisse être noté. Hein. Il y a assez peu de maladies dont le traitement est chirurgical où c'est clairement démontré qu'il y a un corollaire direct entre l'expérience et la survie sans récidive. Le plus souvent, on aperçoit chez les gens qui ont de l'expérience un peu moins de complications, un peu moins de problèmes.
mais pas forcément des résultats oncologiques qui sont meilleurs. Dans le rectum, ce n'est pas le cas. Dans le rectum, plus on a d'expérience, moins est élevé le risque de récidive leucorégionale. C'est, encore une fois, pas pour râler sur les chirurgiens, mais surtout pour dire que c'est une chirurgie qui est techniquement extrêmement difficile et que c'est mis en exergue par cette idée. On va quand même parler un tout petit peu du robot dont tout le monde parle, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le sujet. Est-ce que le robot, c'est intéressant? Est-ce que le robot, il faut dépenser des millions d'euros pour avoir un robot? Est-ce que ça sert à quelque chose? Les résultats de la littérature, je vais vous les présenter, c'est des résultats objectifs. Je suis d'autant plus objectif qu'on a la chance d'avoir un robot à Saint-Louis. Mais en fait, quand on regarde la qualité d'exérèse, et quand on compare célioscopie au robot, il n'y a pas de différence. Quand on regarde le taux de conversion, on a l'impression qu'il y a peut-être une différence en faveur du robot avec une diminution du taux de conversion en laparotomie quand on fait les robots. Mais en fait, quand on regarde le détail des études, on s'aperçoit qu'un certain nombre de papiers qui ont été publiés dans cette méta-analyse ou inclus dans cette méta-analyse posent quelques questions, puisqu'on a des taux de 27%, 22%, 11% de conversion quand on fait un cancer du rectum, ce qui est évidemment des taux qui ne sont pas du tout ceux des centres experts. C'est sans aucune prétention, mais c'est la réalité. À Saint-Louis, on a un taux de conversion sur les 12 derniers mois qui est de 0% sur les cancers du rectum. Et donc, il faut qu'il soit inférieur à 5% chez des patients entraînés. Ça pose, c'est tout à fait possible, et donc ça pose question sur l'intérêt de ce robot. Tant et si bien qu'il y a eu cet essai randomisé qui a été publié en 2017, qui a été largement financé d'ailleurs par l'industrie du robot, où ils espéraient démontrer un énorme bénéfice du robot. Et en fait, eh bien vous le voyez, quand on fait l'essai randomisé, il n'y a en fait aucune différence. Alors, il n'y a pas les données à long terme encore, mais enfin, à mon avis, il n'y en aura pas non plus. Aucune différence de qualité de la chirurgie quand on utilise un robot. Et donc, la conclusion, c'est que le robot, ça sert probablement à rien en chirurgie colorectale, en particulier en chirurgie du rectum. Alors, on va toujours trouver des gens qui vont nous expliquer que chez le patient hyper obèse, gna, gna, gna. Mais enfin, clairement, ça ne justifie pas l'augmentation énorme des coûts que ça implique. Et donc, je suis contre. Je pense que ça n'a pas d'intérêt en chirurgie colorectale. Par contre, on le sait, il y a des rectums qui sont difficiles à opérer. Les gens, chez les hommes, où c'est plus difficile, qui ont des bassins étroits, chez les obèses, des tumeurs très basses, c'est compliqué parfois de voir quelque chose dans le pelvis, tout simplement. C'est très compliqué. Et donc, il a été décrit cette zone-là où on comprend très bien que le rectum est dans l'axe du patient jusqu'à sa portion toute moyenne, et qu'ensuite il devient horizontal sur quelques centimètres avant de rejoindre le canal anal. Donc il y a une espèce de chicane là en bas, et que cette zone-là, en arrière de la prostate, de la vessie, elle est horrible à opérer, parce qu'en fait on ne voit absolument rien. En laparotomie, on n'y voit rien du tout, et en célioscopie, c'est là aussi très difficile d'aller voir et de faire une dissection précise du mésorectum dans cette zone. Et donc il y a un certain nombre de gens qui ont proposé de faire l'exérèse totale du mésorectum par en bas, donc de faire toute l'exérèse par voie périnéale, donc de décrocher au niveau du canal anal le rectum, de faire une petite résection intersphinctérienne, puis de retrouver le plan du mésorectum et de tout faire par en bas. Ça a été très à la mode, c'est d'ailleurs toujours un peu très à la mode. Il y a un registre international qui a été publié en 2019 avec près de 1600 patients, c'est vous dire à quel point c'est à la mode. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un taux de fistule anastomotique, première question, qui semble assez élevé. Donc, c'est bizarre, mais on pourrait dire que c'est peut-être le début de la learning curve. Mais en fait, je vais aller plus vite. En fait, pour l'instant, on n'a pas de données très factuelles dans la littérature. On n'a pas de données à long terme de savoir s'il vaut mieux faire le rectum par en haut, comme d'habitude, ou est-ce qu'il vaut mieux commencer par en bas. Sur le plan oncologique, on n'a encore aucune donnée. On va en avoir bientôt, je l'espère. Mais on n'a aucune donnée, mais on a un problème. Pardon. Deux essais randomisés qui sont en cours. Mais pardon, je ne l'ai pas mis, mais on a un problème. C'est que les Norvégiens qui font un registre national des cancers du rectum, c'est-à-dire que dès qu'il y a un cancer du rectum qui est opéré, on est obligé de le déclarer au gouvernement et on est obligé de déclarer les récidives des cancers du rectum opérés.
Ils ont fait une étude où ils se sont aperçus que le taux de récidive locale après TME par en bas était drastiquement supérieur à ce qui était attendu et avoisinait les 10-12%. Et donc, pour l'instant, en Norvège, en Suède, c'est interdit en dehors des protocoles de faire des TME par en bas. Il y a donc un moratoire. Ça a posé beaucoup de questions. On attend quand même les essais randomisés qui sont en cours. Grécard 11, qui est un essai français, le Grécard étant une société de recherche que vous connaissez probablement sur le rectum, et Color, qui est un essai international plutôt anglo-saxon, qui a 1100 patients à inclure, et je ne suis pas sûr qu'on arrive au bout de l'étude Color 3. Grécard 11, on va y arriver, c'est bientôt fini, Grécard 11. Donc on va avoir les résultats dans pas trop longtemps. Le traitement néoadjuvant, vous le savez évidemment, la réalisation du traitement néoadjuvant, c'est-à-dire la radiothérapie avant l'opération, diminue le risque de récidive locale pour les cancers localement avancés, et que ça marche encore mieux si on fait de l'irradiation et qu'en plus, on donne de la chimiothérapie, le plus souvent capacitémine, donc en comprimé, pendant l'irradiation. En fait, ce qui est recommandé en France, je vais assez vite parce que je pense que tout le monde le sait, ce qui est recommandé en France, c'est de faire un CAP 50, donc de faire 50 grès, une radiochimiothérapie longue, donc 50 grès espacés en 5 semaines, avec des prises de capacitémine pendant l'irradiation, si on a un cancer classé T3, T4 et ou N+, du bas et du moyen rectum, après IRM et scanner. En fait, depuis 2016, qui était la date de publication de ces recommandations, il y a beaucoup de travail sur le sujet du traitement néoadjuvant. Et l'idée, c'était d'essayer d'améliorer encore la probabilité que la tumeur réponde à la radiochimiothérapie néoadjuvante. Alors, de façon très schématique, en fait, il y a deux façons de faire, probablement, que deux. On rajoute de la chimiothérapie avant la radiochimio. Donc, on va faire une chimio d'induction en se disant qu'on va commencer les choses et puis que la radiochimiothérapie va finir le travail. Et puis, à l'inverse, une chimiothérapie de consolidation où donc on va faire notre radiochimio et puis on va rajouter de la chimiothérapie après en pensant qu'on va finir le travail. Alors, on a des données dans la littérature, clairement, il y a un certain nombre d'essais qui ont été publiés, quelle que soit la technique, mais le problème, c'est que l'ensemble de ces publications, c'est des essais randomisés de phase 2, donc des choses de faisabilité et pas des choses d'efficacité. Et donc, pour l'instant, il n'y a aucune de ces stratégies qui ont été démontrées comme étant mieux que la radiochimio classique, le CAP 50, qu'on fait le plus souvent. Il y a quand même 2 essais randomisés. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas la peine de retenir ces noms et ces schémas. Je ne vous ai même pas marqué d'ailleurs les schémas exprès, parce qu'il y a 2 essais randomisés qui ont été publiés l'année dernière et qui sont fondamentaux parce qu'ils ont révolutionné complètement, à mon sens, le traitement néoadjuvant dans le cancer du rectum. C'est l'essai Rapido et l'essai Prodige 23. Alors, je vais vous expliquer un peu les choses. L'essai Rapido, c'est un essai américain. L'idée, c'est de comparer le CAP 50, donc la radiochimiothérapie néoadjuvante, suivie d'une chirurgie à 8 semaines et de chimiothérapie si les ganglions sont envahis, ça c'est le traitement de référence, à une radiothérapie courte associée à une chimiothérapie de consolidation qui globalement était en France du Folfox. Donc on fait dans ce cas-là, encore une fois, radiothérapie courte, donc c'est 25 grès en 5 jours, 5,5, et on suit par de la chimiothérapie pendant 9 semaines. C'est très long, on est d'accord. Donc, on attend 2 semaines, plus 4 semaines ici, plus 9 fois 15 jours ici. Donc, c'est vraiment très long et on opère les patients à la fin. C'était pour des cancers du rectum qui étaient des cancers du rectum très avancés, on est bien d'accord. Pas les petits cancers. Pour l'essai Prodige 23, qui était en fait designé et fait en même temps que l'essai Rapido, eh bien, l'essai Prodige 23, c'est une autre approche, c'est une chimiothérapie d'induction, à l'inverse. Et donc, ça comparait la même chose, la radiochimiothérapie classique, le CAP 50, à une radiochimiothérapie avec une chimiothérapie d'induction par du folfirinox, qui est donc une chimiothérapie acide pholique, oxaliplatine, irinotécan, donc un cocktail qui est extrêmement agressif, mais qui a comme idée de préparer la tumeur pour qu'elle réponde le plus possible à la chimiothérapie, à la radiochimio, et potentiellement même qu'on arrive à diminuer le taux de métastase à long terme.
Alors, je vais vous présenter les résultats de ces essais. Encore une fois, c'est hyper important et ça a été publié dans des grosses revues, le Lancet Oncology en l'occurrence l'année dernière. Donc, rapido, cet essai américain, je vous remontre le schéma et ça, c'est les résultats. Et bien, les résultats, de manière significative, quand on fait un rapido, on fait mieux que quand on fait une radiochimiothérapie par CAP50 en termes de récit. Ça, c'est pas. Je vais y arriver. Oui, récit, échec du traitement, donc c'est progression, mort liée à la maladie. Donc, échec du traitement lié à la maladie et taux de métastase à distance. Donc, clairement, Rapido fait mieux que le CAP50 conventionnel. Et quand on fait Prodige 23, le même essai, mais avec un autre schéma, mais celui-là est français, donc on préfère évidemment, eh bien, on a les mêmes résultats. On a les mêmes résultats où on diminue, enfin, on augmente significativement la survie sans maladie et la survie sans métastase. Et donc, clairement, Rapido et Prodige 23 sont les nouvelles références de traitement néoadjuvant. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a aucune donnée qui a comparé Rapido à Prodige 23. Et donc, on ne sait pas s'il y en a un des deux qui est mieux que l'autre. Évidemment, comme on est un peu chauvin, eh ben, on va privilégier l'essai Prodige 23. Donc, dans la plupart des centres français maintenant, la quasi-totalité des malades qui arrivent à supporter une polychimiothérapie comme le folfirinox ont un schéma type Prodige 23. Pour les malades un peu plus fatigués, on leur fait un rapido, un peu plus âgé en l'occurrence, on leur fait un rapido, donc une radiothérapie courte avec du Folfox en post-opératoire, qui est toxique, mais un peu moins toxique que le folfirinox quand même. Et donc, on a tendance à ne plus proposer ou quasiment plus proposer de radiochimiothérapie classique type CAP50. Les séquelles fonctionnelles, je vais aller vite parce que je pense que tout le monde connaît, mais c'est après proctectomie, mais je vais revenir un peu sur le reste, c'est l'augmentation du nombre de selles, la fragmentation, l'impériosité, ça c'est quand on enlève le rectum évidemment. La chirurgie, elle est extrêmement bien standardisée. Okay. Quand on a un cancer du haut rectum, on est en train de traiter un cancer qui est en fait intrapéritonéal. Et donc, c'est exactement la même chose qu'un cancer du côlon. Donc, c'est 5 cm de marge, monobloc, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc, on ne va pas du tout en parler. Et c'est une exérèse partielle du mésorectum, 5 cm. Hein. Par définition, sur le rectum, on est à 10 cm au minimum de la marge anale. Et donc, il est hors de question d'enlever les 10 cm qui sont en dessous. C'est beaucoup trop, on n'enlève que 5 cm. Par contre, sur le moyen ou le bas rectum, ben là, on va devoir faire une exérèse totale du mésorectum jusqu'au plancher des releveurs. Vous savez bien entendu que, vous savez bien entendu que quand on fait cette proctectomie, le plus souvent, on a tendance à avoir envie de récupérer la fonction de réservoir du rectum en faisant un réservoir avec le côlon qui est abaissé. Il y a plusieurs choses qui ont été décrites. Hein. Le réservoir en J, à gauche, un peu sur le modèle de l'anastomose anale. Le réservoir latéral, où en fait, ce segment ici va se dilater et que donc on va pouvoir améliorer la fonction de stockage. Et enfin, la coloplastie qui est un peu compliquée, où on va en fait ouvrir dans l'axe et fermer en pyloroplastie dans l'autre sens. Alors, je vous dis tout de suite, la coloplastie qui est à droite de cette diapositive, il faut l'oublier, ça ne marche pas du tout. Et puis, c'est associé à beaucoup de complications post-opératoires. Mais à gauche de la diapositive, le réservoir en J ou l'anastomose latérale, ça a été très longtemps la référence en se disant on va améliorer le résultat fonctionnel. Il y avait un certain nombre d'essais randomisés, de méta-analyses, mais qui n'étaient pas très bien faits, où on s'est posé la question, où on suggérait que le fait de faire un réservoir quand on enlevait un rectum améliorait le résultat fonctionnel. En fait, on a un essai randomisé qui a été publié en 2019 sur cette diapositive, c'est 2018, mais comme vous le voyez, c'était en version pré-production et donc on n'avait pas c'était pas encore la version définitive, donc c'est 2019. Essai randomisé suisse qui avait comparé 3 situations. On enlève le rectum, on fait une anastomose directe, tout ce qui est le plus classique. A, on fait un réservoir en J. A, on fait une anastomose latérale. Et vous voyez sur ces courbes, vous ne le voyez pas très bien parce que j'ai oublié de mettre la valeur du petit p, et j'en suis désolé, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y avait pas de différence significative entre les 3 groupes
On peut suggérer, mais de manière extrêmement modérée, que le réservoir Angy faisait un peu mieux, mais on voit quand même sur les courbes clairement qu'avec le suivi, la différence diminuait drastiquement. Et donc, il est très probable qu'à court terme, le réservoir Angy fait peut-être un peu mieux, mais qu'en fait, à la fin, c'est pareil. Et donc, globalement, cet essai randomisé, eh ben, il a fait que la plupart des chirurgiens colorectaux en France ont arrêté de faire des réservoirs. Il faut maintenant des anastomoses directes, tout ce qui est le plus simple. C'est plus rapide, c'est plus facile. Et si ça ne sert à rien, ben, on est content en fait de faire simple. Et donc, on est quasiment tous revenus à des anastomoses directes. Et ça tombe bien. Vous le savez bien sûr, quand on fait une proctectomie et qu'on fait une anastomose, il est hors de question de ne pas réaliser de stomie pour tous les malades. Il y a probablement quelques malades qui peuvent ne pas avoir de stomie de dérivation pour protéger l'anastomose, mais il va falloir sélectionner les malades et ce n'est pas tout à fait sûr que ça soit le cas. Il y a un essai randomisé français qui va démarrer pour essayer d'identifier les malades, mais on en est pour l'instant au niveau de la littérature à démontrer cet essai randomisé qui date de 2007, qui montre que quand on fait une stomie de protection au-dessus de l'anastomose, ben, on diminue drastiquement le taux de, plus divisé par 3 hein, presque, le taux de fistule. Et donc, il faut faire une stomie de protection. Quelle stomie, c'est sujet à discussion. Moi, j'ai tendance à faire des iléostomies latérales pour des raisons que je pourrais expliquer si vous me demandez, mais il y a plein de gens qui font des colostomies sans qu'il y ait de problème, en tout cas dans la littérature. Les séquelles génito-urinaires, je vais passer. La conservation sphinctérienne, on va en reparler. Quand est-ce qu'il faut faire une amputation? En fait, le taux d'amputation dans la littérature pour cancer du rectum, il est extrêmement élevé, hein, extrêmement élevé. 25, 33, enfin un quart, un tiers des patients, c'est hyper haut, c'est presque surprenant. Et en fait, quand on regarde la réalité des faits dans la littérature, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que ce chiffre est si élevé. Probablement parce qu'il y a un certain nombre de chirurgiens dans certains pays qui ont des patients hein, qui prêtent peu d'importance à l'idée de savoir si c'est important de conserver le sphincter. Mais en fait, on se rend compte que si on cherche à faire de la chirurgie avec conservation sphinctérienne, on arrive à diminuer drastiquement ce taux d'amputation sans avoir de morbidité qui est majeure. En fait, la première chose, c'est qu'il est tout à fait possible de diminuer le taux de la distance de marge digestive distale qu'on fait. Et donc, en pratique, vous voyez sur cette diapositive qu'une marge de 1 cm jusqu'à 1 cm, tout va bien. Si on passe à moins de 1 cm, on augmente le taux de récidive loco-régional. Donc, ça veut dire qu'il nous faut au moins 1 cm et pas 5 cm. Donc, déjà, ça nous fait beaucoup de patients qui pourront ne pas être amputés. Et la deuxième chose, c'est que, je suis désolé, ma diapositive déconne, je la corrige. Hop, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tchac. Et voilà. On peut faire ce qu'on appelle des résections intersphinctériennes, qui est un concept qui paraît bien technique, mais qui en fait est extrêmement simplissime sur le plan de l'anatomie. C'est que l'objectif, c'est d'avoir notre marge de 1 cm sous la tumeur. Et que donc, si la tumeur est trop proche du sphincter, ben, on se dit qu'on ne pourra pas y arriver et qu'on va devoir amputer le sphincter pour obtenir cette marge. Mais qu'en fait, il y a un artifice technique qui est très simple, qui est que le sphincter est composé de 2 chefs, un sphincter interne qui est en fait la prolongation de la musculeuse du rectum, donc c'est le même organe que le rectum, et un sphincter externe qui, lui, appartient au plancher pelvien. Et donc, en fait, le sphincter interne a la même vascularisation, innervation, drainage lymphatique que le rectum, il appartient au rectum. Le sphincter externe, lui, n'a rien à voir. C'est complètement du plancher pelvien. Et que donc, sur le plan oncologique, on peut tout à fait séparer ces 2 sphincters et ça nous permet d'augmenter la marge digestive distale de manière un peu artificielle, mais valable sur le plan oncologique. Quand on regarde cette méta-analyse, eh bien, on voit que le taux de récidive locale après résection intersphinctérienne, il est proche des 5% conventionnels qu'on doit obtenir. Donc, c'est tout à fait satisfaisant. Et quand on regarde les survies à long terme, ça, c'est un papier d'Éric Rullier de l'équipe de Bordeaux
eh bien, on s'aperçoit que si on fait une ISR, donc intersphinctérienne, eh bien, on obtient les mêmes résultats que si on fait une anastomose classique, et on a toujours des meilleurs résultats que si on fait une amputation. On le sait très bien, l'amputation est associée à des résultats à long terme qui sont toujours plus difficiles. C'est une chirurgie qui est extrêmement difficile, l'amputation. Et donc, l'amputation est associée à des résultats qui sont moins bons en termes de survie sans récidive. Par contre, évidemment, il y a un prix à payer sur le plan de la fonction, parce que certes, le sphincter interne, ce n'est pas le sphincter le plus important, mais c'est quand même un sphincter qui participe à la continence. Et globalement, on n'a que 50% des patients qui ont une continence parfaite. Donc, il faut discuter avec les malades et les prévenir avant l'opération. Mais en France, en tout cas, sur le plan sociologique, les patients préfèrent avoir une intégrité du schéma corporel sans stomie et des risques d'incontinence plutôt qu'une stomie définitive. Et je pense que ça, c'est à adapter au cas par cas. Enfin, avant de terminer, parce que j'ai déjà beaucoup parlé et ça dure un peu, j'en suis désolé, j'espère que c'est intéressant pour vous, la préservation d'organes, qui est un peu ce sur quoi on travaille tous. L'idée, c'est que, je vais passer là-dessus parce que c'est les petits cancers, donc ça va aller vite, mais par contre, on va passer là-dessus à ce qui se passe sur la radiochimiothérapie des cancers du rectum. Quand on fait une radiochimiothérapie, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les nouveaux standards, c'est Prodige 23 et Rapido. Eh bien, l'idée, c'est de diminuer la taille de tumeur avant la prostatectomie, on est bien tous d'accord. Mais en fait, on s'aperçoit dans ces essais randomisés que dans 28% des cas, c'est énorme, hein, 28% des cas, la tumeur va complètement disparaître après le traitement par radiochimiothérapie néoadjuvante. Et là, ça pose une question que le premier en France à l'avoir posé, d'ailleurs un des premiers dans le monde, c'est Éric Rullier, qui est lui, qui a une tête de bon gentil avec une belle cravate et des belles boucles, et que j'aime beaucoup. Hein. Éric Rullier qui se disait, en fait, c'est assez simple comme il est, s'il n'y a plus de tumeur après radiochimiothérapie, est-ce que c'est vraiment la peine d'enlever le rectum et de tous les problèmes que ça implique? Eh bien, en fait, le corollaire en termes de littérature de ça, c'est qu'évidemment, vous le savez, hein, quand on fait une prostatectomie, c'est des complications qui sont globalement un tiers des cas et un impact fonctionnel qui est important. Et donc, une première stratégie où on s'est dit, on va faire de la radiochimio, et puis si on a une réponse complète à la radiochimio, on va rien faire. On va simplement surveiller les malades, et cette cette stratégie a été baptisée le Watch and Wait par l'équipe qui l'a décrite. C'est l'équipe brésilienne d'Angelita Abrugama, qui a maintenant 85 ans et qui continue à être chef de service de chirurgie colorectale à Sao Paulo. Et vous voyez les résultats dans les papiers d'Angelita Abrugama, c'est que, à part le premier papier qui était le premier papier où globalement on a l'impression qu'il y avait des problématiques de sélection des malades, mais c'est très ancien maintenant, que globalement, dans les papiers un peu plus récents, si on ne faisait rien, on avait des taux de récidive locale qui étaient très faibles, hein, de 3%, 5%, 6%, et donc des taux qui semblaient acceptables. Alors ce tableau, il est issu d'une méta-analyse qui date de 2012 et qui est très intéressante parce qu'elle est très provocante, parce qu'en fait, ce qu'avaient fait les auteurs, c'est limite éthique de faire ça, mais ce qu'avaient fait les auteurs, c'est qu'ils avaient séparé les publications sur le sujet en deux parties. Une première partie qui sont les publications brésiliennes d'Angelita Abrugama, qui avait publié plein de papiers sur le sujet, et une deuxième partie qui sont les publications des autres centres. Et donc, ça, c'est le premier tableau, hein, où on voit les résultats d'Angelita Abrugama, où on voit des résultats qui sont très bons. Si on regarde les résultats des autres centres, on est un tout petit peu déçu parce qu'on voit qu'on n'est pas du tout aux 5% de récidive locorégionale, mais on a des taux qui explosent, 25, 60, 50%, et un seul papier arrive à peu près reproduire les résultats d'Angelita Abrugama avec 5% de récidive locorégionale. Ça pose quand même beaucoup de questions. Est-ce que les tumeurs brésiliennes sont différentes du reste du monde? Est-ce que la radiothérapie brésilienne est différente du reste du monde? Est-ce que les Brésiliens sont différents du reste du monde? Ça, c'est probablement vrai, mais c'est vrai pour tous les pays. Et on est quand même un peu embêté. Puis il y a peut-être d'autres raisons dont on ne va pas évidemment parler ici. On est quand même un peu embêté par ces résultats. Et donc, ce qui est recommandé pour l'instant, c'est de ne pas faire cette simple surveillance, mais je vais vous présenter les recommandations françaises. Ces doutes, ce questionnement, ils ont été un peu renforcés quand
a été publié les résultats de ce registre international dans le Lancet en 2018, où globalement, tous les gens qui avaient fait du watch and wait essayaient d'inclure les malades dans ce registre. Et globalement, voilà les résultats. À 2 ans, il y a 25% de récidive loco-régionale, ce qui est donc énorme, énorme. Très, très loin des 5% à 5 ans, voire 10 ans qu'on observe si on enlève le rectum. Donc, clairement, c'est une stratégie qui n'est pas valable en 2022, enfin, qui ne l'était pas en 2018 et qui ne l'est toujours pas probablement en 2022, de simplement faire de la radiochimio et de ne pas opérer. Ça, je vais passer. Et donc, ça, c'est les recommandations du cancer du rectum en 2016. Donc, encore une fois, j'ai beaucoup de chance dans la vie, mais j'avais été chargé de rédiger cette question pour les recommandations françaises. Et donc, globalement, le watch and wait n'est pas recommandé, ne l'était pas en 2016 et ne l'est toujours pas, puisque ce n'est pas encore mis à jour ces recommandations, mais il n'y a pas grand-chose à changer. Donc, voilà. Il y a par contre peut-être une stratégie alternative qui consiste à se dire pourquoi est-ce que le watch and wait ne marche pas? Il ne marche probablement pas parce qu'on n'arrive pas à savoir qui sont les malades qui ont eu une réponse complète et qui sont les malades qui n'ont pas de réponse complète, chez qui il reste un peu de tumeur. On a beau faire tous les examens de la Terre, des IRM, des scanners, des explorations sous anesthésie générale, des touchés rectaux, on n'arrive pas bien à savoir s'il y a vraiment plus de tumeur. Et donc, l'idée est probablement une idée intéressante est d'aller faire par voie transvaginale une exérèse de la cicatrice et d'analyser ça en anapathe. Et à ce moment-là, s'il reste des cellules tumorales, c'est qu'il reste du cancer, il faut faire une prostatectomie. S'il n'y a plus de cellules tumorales, c'est probablement qu'on a une réponse complète et que le patient est guéri. Alors, je pense que tout le monde a entendu parler de cet essai. C'est l'essai Grécard 2 qui avait été publié par Éric Rullier, encore une fois, dans le Lancet en 2017. Qui s'était intéressé à cette idée. On va randomiser chez des patients qui ont un cancer du rectum et qui sont en suspicion de réponse complète après radiochimiothérapie, prostatectomie ou cette stratégie dite de préservation où on va faire une exérèse locale par voie transanale et une stratégie de rattrapage si jamais il y a des critères d'un mauvais pronostic à l'histologie avec une prostatectomie. Alors, la première chose de cet essai, c'est que c'est des tumeurs très bien sélectionnées. C'est des petites tumeurs du rectum, moins de 4 cm, et qu'ensuite, ils ont une radiochimiothérapie et qu'ils étaient randomisés à ce moment-là. D'accord. Ici. Alors, je vais passer un peu sur les critiques du design, mais ça, c'est pas très grave. Surtout, ce qu'il faut comprendre, la première chose, c'est que en termes de survie sans récidive et de survie globale, ça a été publié il n'y a pas longtemps, 2020, eh bien, vous voyez que ça marche, d'accord? Ça marche de manière satisfaisante. Donc, effectivement, c'est une stratégie qui marche bien. Mais on a un problème, parce que l'essai randomisé, en fait, il était sur un critère composite un peu compliqué, qui était mort, récidive de la tumeur, morbidité grave, ou side effect, donc effets secondaires très importants à 2 ans. Et les effets secondaires, c'était stomie définitive, incontinence fécale majeure, dysfonction sexuelle. Et en fait, vous voyez que c'est absolument pas significatif, ce qui est extrêmement surprenant. Ça veut dire que sur le plan oncologique, ça marche, mais sur le plan chirurgical de la malade, en fait, après la voie transanale, ça fait des complications dans un grand nombre de cas, avec des réhospitalisations pour des douleurs atroces après radiochimiothérapie. En fait, ça ne cicatrise pas, ça saigne beaucoup, et il y a beaucoup de malades, donc c'est 40 ans qui sont hospitalisés pour la prise en charge des complications. D'où, en fait, que le pire groupe de la Terre, c'est ces patients qui, justement, ont des critères de mauvais pronostic après l'exérèse locale et chez qui il faut faire une prostatectomie. Où là, on voit que la morbidité, c'est horrible. 80% des malades ont une morbidité, la moitié des malades une morbidité majeure et des effets horribles. Donc, un malade sur 4 cas, une stomie définitive, enfin, un énorme problème.
Et donc, en fait, ça, c'est un vrai problème parce que cette stratégie, elle est là justement parce qu'on n'arrive pas à sélectionner les malades qui ont une réponse complète à la radiochimiothérapie, que donc on a besoin d'aller enlever la cicatrice pour pouvoir sélectionner nos patients et qu'on a par définition besoin d'avoir des stratégies de sauvetage avec pronctectomie s'il y a des critères de mauvais pronostic. Mais cette étude démontre que cette stratégie de sauvetage est associée à des morbidités, une morbidité, des complications qui sont extrêmement élevées et donc ça pose énormément de problèmes. Donc ce qui est recommandé en France, c'est de faire très attention avec ces stratégies de préservation d'organes. Certes, c'est possible de le faire sur le plan oncologique. Vous avez vu les courbes, elles sont superposables. Mais il faut que ça soit chez les malades extrêmement sélectionnés. Ce qu'on avait proposé, c'était les malades qui avaient une indication qui rendait la pronctectomie difficilement réalisable. Il est possible qu'on fasse encore des progrès sur le sujet avec des nouveaux essais qui sont en cours, hein, en augmentant le taux de réponse complète, parce qu'il est évident que puisque se tromper, si on augmente la probabilité de réponse complète, la probabilité de se tromper, peut-être essayer le traitement. Question si vous en avez. Oui, merci. Merci beaucoup, cher maître, pour cette présentation sur les cancers colorectals. Vous avez parlé du cancer du rectum ainsi que du côlon. Ça nous a vraiment beaucoup plus. Ça a été vraiment très intéressant pour nous et je pense que beaucoup de gens beaucoup de gens ont compris. Et ceux qui ont des questions, j'espère que vous avez la parole. Si vous avez des questions, vous voulez interagir avec le speaker, vous pouvez euh, activer votre micro s'il vous plaît et docteur Léon est là pour nous écouter. À vous la parole. La séance, la séance des questions peut débuter déjà. S'il vous plaît, moi j'ai une question déjà, cher professeur. Allez-y. Oui, ma question c'est en rapport avec le dépistage en fait du cancer, je sais pas, colorectal, si on peut dire. Et vous avez dit que ce dépistage c'est fait par la coloscopie. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que en dehors de la coloscopie, il y a pas un autre examen qu'on peut utiliser pour mettre en évidence les cancers colorectals? Parce que la coloscopie étant un examen qui est tellement très coûteux, est-ce que la plupart des gens Alors, ont accès? Et j'ai pensé en fait à un texte en fait, qu'on appelait, bon, le mot m'a échappé, mais est-ce que vous avez un autre texte à part ça? alors c'est que Je vous entends mal, la connexion. oui, en fait, vous m'entendez mal? Oui, maintenant ça va. Ça va mieux. Je disais que ce que j'ai dit, c'est que le diagnostic est fait par coloscopie, mais le dépistage, ce n'est pas tout à fait le même problème. Il est évident que la question, c'est à qui est-ce qu'on fait les coloscopies? Est-ce qu'on fait des coloscopies à des malades qui sont symptomatiques parce qu'ils ont des rectorragies très abondantes ou je ne sais pas quoi? D'accord, ça, on va en trouver un certain nombre, mais il y a une problématique de dépistage. Donc en France, on a un dépistage national du cancer colorectal pour tous les malades qui ont plus de 50 ans, avec un test immunologique dans les selles, qui est un test de recherche de sang dans les selles, de sang occulte, c'est-à-dire qu'on a du sang, on a des selles qui ont
en apparence normale, donc sans rectorragie ou sans méléna, mais on va dépister des malades avec du sang dans les selles. Et chez ces malades-là, il faudra quand même faire une coloscopie pour aller regarder ce qui se passe. Donc ça permet de sélectionner un peu les malades. Il faut bien faire attention parce que ce dépistage, il n'est proposé que chez les malades qui sont à risque intermédiaire de cancer. Et donc les malades qui ont un antécédent personnel, des antécédents familiaux ou des maladies à risque comme des polypes ou des problématiques génétiques doivent avoir une coloscopie d'emblée. Donc oui, on peut essayer de diminuer ou de sélectionner les patients à qui faire des coloscopies avec un test de recherche de sang dans les selles, mais voilà mes points. Mais oui, la réponse est oui, on fait du dépistage. Ah, ok, merci beaucoup. Sinon, bien que vous avez parlé, comment est-ce que les gens peuvent reconnaître facilement un cancer colorectal, bien que vous avez beaucoup plus martelé sur le traitement chirurgical, mais déjà, comment les reconnaître en fait ces cancers? Alors, en endoscopie, encore une fois, hein, en endoscopie, quand on va tomber sur une masse bourgeonnante à l'intérieur du côlon, on va commencer à se poser des questions. En fait, les critères qui font qu'un cancer est un cancer, un polype est un cancer, je veux dire, les critères les plus importants, si en bougeant la masse, on voit qu'il n'y a pas de masse s'infiltre à l'intérieur de la paroi, c'est par définition un cancer. Mais encore une fois, l'examen clé, c'est la biopsie avec examen au microscope qui va nous montrer le diagnostic de cancer de manière définitive. Tout le monde est parti? Ah, ok, merci beaucoup. Je Euh, vous en prie, de toute façon, je suis à votre disposition si vous avez d'autres questions plus tard. Je répondrai par mail, il n'y a aucun problème. oui, bon voilà, à l'instar de l'âge, comme étant facteur de risque pour le cancer colorectal, il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu pour développer le cancer colorectal. Alors oui, il y a un certain nombre de facteurs qui ont été mis en évidence. La sédentarité, donc c'est toujours la même chose. La sédentarité, l'absence de sport, l'alimentation type occidentale avec les viandes trop cuites, les trucs type plat préparé, ce genre de choses et tout ça, c'est pas très bon. Mais globalement, en fait, on a le tabac qui joue un peu aussi, le surpoids qui joue un peu aussi. Mais en fait, on n'a pas mis en évidence de facteurs majeurs qui va changer les choses. C'est une somme de petites choses qui vont amener au cancer colorectal. Il est très probable que le facteur principal, c'est des critères génétiques auxquels on ne connaît pas encore grand-chose et qu'on est en train d'essayer d'élucider. D'accord, merci beaucoup. En fait, une question concernant la chimiothérapie. De manière générale, en fait, on la donne généralement pour diminuer les risques des récidives ou bien il y a une autre indication, la chimiothérapie. C'est pour diminuer juste les récidives ou bien comment? Donc, la chimiothérapie dans le cancer du côlon du rectum, c'est effectivement maintenant pour diminuer les risques de récidive de manière claire. C'est l'indication principale. Il y a quelques patients chez qui, avant l'opération, pour des très grosses tumeurs, on va se poser la question de mettre de la chimiothérapie avant pour essayer de diminuer un peu la taille de la tumeur, mais c'est des cas exceptionnels. L'extrême majorité, comme vous le dites très bien, des indications de chimiothérapie, c'est diminuer le risque de récidive, ouais, effectivement. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment, le sujet a été bien abordé, il a été clair. Apparemment, il n'y a pas assez de questions. Ceux qui auront des questions, ils peuvent vous l'envoyer par mail. Et j'espère que vous répondrez. Pas de souci. Il y a une Bien, question. c'était un plaisir. Oui, docteur Okende, vous avez la parole. Ah, Docteur Okende, vous avez la parole. il faut
activer votre micro, par contre, pour le coup. Docteur Kende, vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro. Oui, parlez. Ah, ça y est. Merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup pour la parole, docteur. Je voulais juste connaître quels sont les critères d'opérabilité d'un cancer colorectal. Les critères d'opérabilité. Alors, les critères d'opérabilité, ils sont évidemment multiples. Le premier critère, c'est d'arriver à être R0, c'est-à-dire enlever toute la tumeur. C'est le critère principal. C'est-à-dire que enlever toute la tumeur, il est hors de question d'aller faire de la chirurgie palliative, donc de résection large, si on n'arrive pas à tout enlever. Dans ces cas-là, si on a une énorme tumeur et que le patient est en occlusion, il faut lui faire une stomie et puis ça ne sert à rien d'aller enlever le cancer. Donc, si on arrive à être R0, donc même si on a un cancer du côlon qui atteint la vessie, qui atteint la paroi, et si on enlève un bout de vessie, un bout de paroi, on arrive à tout enlever, eh bien, c'est le premier critère et c'est le plus important. Évidemment, il y a un deuxième critère qui est le critère d'état général du patient. Si on a un patient qui est en excessivement mauvais état général et qui ne va pas supporter l'anesthésie générale, ben évidemment, il est hors de question de l'opérer. Mais globalement, c'est ces deux critères qui sont les deux critères. Donc, en pratique, Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Bon, ben, écoutez, c'était un plaisir d'être avec vous. Nous sommes presque à la fin. J'espère que pour d'autres questions, les gens poseront par mail. Nous sommes quasiment à la fin. Bien que j'avais une question, je ne sais pas, vous êtes déjà fatigué, hein? Ah non, allez-y, posez votre question. Moi, je suis là, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, en fait, concernant là où vous avez parlé de l'hémicolectomie droite ou gauche, Ouais. en fait, elle est nécessaire lorsque la tumeur est respectivement dans le côlon droit ou gauche. Et je sais pas, ça consiste à faire quoi? À retirer la moitié droite ou gauche du côlon? Ou bien comment en fait? Je n'avais pas bien compris quand vous avez parlé de l'hémicolectomie. Alors oui, en fait, encore une fois, pour enlever un cancer du côlon, il faut enlever la portion de côlon avec les 5 cm avant-après et faire un curage ganglionnaire. Faire un curage ganglionnaire, ça veut dire enlever les vaisseaux sanguins à leur origine qui vascularisent la portion de côlon où il y a le cancer. Le côlon droit, il est vascularisé par l'artère mésentérique supérieure jusqu'à la moitié du côlon transverse. Et le côlon gauche, il est vascularisé par l'artère mésentérique inférieure. Et donc, ce n'est pas du tout les mêmes vaisseaux. Et donc, ça veut dire que quand on a un cancer du côlon droit et ça ne sert à rien d'aller enlever aussi le côlon gauche. Il faut enlever que la moitié droite du côlon, donc du début de l'intestin grêle à la moitié du côlon transverse, pour pouvoir enlever tous les vaisseaux sanguins et les ganglions qui en dépendent. De la même façon, en image miroir, quand il y a un cancer du côlon gauche, on enlève la partie gauche du côlon. D'accord. D'accord, merci. Merci vraiment. Je suis tellement satisfait et nous sommes presque à la fin de notre... Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Bon, bah écoutez, c'est super. Je mets mon adresse mail. Attendez, comme ça, c'est bien. Comme ça, tout le monde là. Je la mets ici. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc, vous avez mon adresse mail. Ah non, je ne l'ai pas mis à tout le monde. Enfin bon, c'est pas très grave. Sinon, vous pouvez passer par la centrale substance grise. Là, ils vont me distribuer sans aucun problème. D'accord. Et voilà. Je vous remercie pour l'attention. C'était un plaisir. Dites-moi. Qu'en est-il de PDF, les fichiers? Est-ce qu'on peut en avoir pour lire? Le fichier, mon fichier mes diapos, vous voulez dire? Oui, la présentation d'aujourd'hui. Oui, bien sûr, je vais vous la faire. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Je l'enverrai à substance grise et vous pourrez récupérer les choses, bien évidemment. Aucun problème. D'accord. Merci beaucoup et bonne soirée.
Bonne soirée à vous tous. Au revoir. Au revoir. Singo batanya temo, 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 singo batanya temo.